Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, je vous souhaite la bienvenue dans mes carnets noirs. Je vous emmène aujourd'hui au Texas pour une disparition très étrange. Et en voyant le titre, je vous vois déjà vous dire « Ah, c'est l'affaire de Maura Murray ou celle de Brandon Swanson ». Eh bien, pas du tout. Même si, comme vous allez le voir, les ressemblances entre ces disparitions sont très troublantes. La nuit du 13 au 14 décembre 2020, à 2 heures du matin, le révérend Kent Landry, pasteur de l'église presbytérienne de Southminster à Missouri City, reçoit un appel que tout parent redoute de recevoir. À minuit 31, une Nissan Altima de 2003 a été trouvée accidentée et abandonnée sur Soul Flat Road à Luling au Texas. Le sang du révérend ne fait qu'un tour. Si cette voiture est bien à son nom, c'est son fils cadet Jason David Landry qui l'utilise. Jason a 21 ans et fait ses études à la Texas State University où il se spécialise en génie chimique. Il vient de rompre avec sa petite amie mais ils sont restés très proches. Il vit dans un appartement à San Marcos et aime la nature, les randonnées et la pêche. Il a un poisson, Beta, qui l'emmène avec lui quand il retourne à la maison familiale pour les vacances. C'est un étudiant motivé et apprécié. Le problème, c'est qu'il a disparu. Qu'a-t-il donc bien pu se passer? C'est un pompier volontaire qui découvre sur un chemin de terre isolé le véhicule accidenté cette fameuse nuit en revenant d'un appel qui n'a rien à voir avec notre histoire. D'après les traces sur le sol, la voiture a dérapé sur les graviers avant de percuter un arbre et une clôture de barbelés. Les phares sont allumés, la clé est sur le contact et la portière côté passager est verrouillée. Ne voyant personne aux alentours, le pompier appelle le 911. À leur arrivée, les agents de police constatent que les traces au sol confirment le dérapage et qu'il n'y a pas d'autres véhicules impliqués. Aucun d'entre eux n'entre dans la voiture accidentée. À quelques mètres du véhicule, le sac à dos de Jason est retrouvé avec à l'intérieur un ordinateur portable, son portefeuille, du matériel de jeu, des objets personnels et des substances illicites. Le policier sur place se dit que Jason était sous influence et a préféré s'enfuir pour ne pas faire face à ses responsabilités. Sans plus de recherche, la voiture est remorquée à la fourrière et Kent Landry est prévenu de la découverte de la Nissan et de la disparition de son fils. Il arrive à 5 heures du matin à la fourrière et fouille la voiture où il trouve le téléphone de Jason coincé entre le siège et la console centrale. Il se rend ensuite sur les lieux de l'accident. En faisant des recherches, Kent trouve des vêtements de son fils dispersés le long de la route. Un t-shirt, un short, des chaussettes, des sous-vêtements, des chaussures et une montre. Le père de famille panique. Il y a une petite tache de sang sur le sous-vêtement. Un sac plastique est aussi retrouvé. Il contient des articles de toilette. La casquette de Jason est aussi découverte, proche du gobelet où se trouve le poisson Beta qui est mort. Les policiers prennent enfin l'affaire au sérieux. Le téléphone de Jason est étudié. Un selfie fait peu avant sa disparition montre que le t-shirt rouge qui a été trouvé sur la route est bien celui qu'il portait au moment de sa disparition. Il semble donc qu'il se soit déshabillé sur cette route déserte au beau milieu d'une nuit glaciale. D'après les données du téléphone, voici la chronologie des derniers mouvements de Jason. À 22h55, il quitte son appartement de San Marcos pour rejoindre sa famille à Missouri City pour les fêtes. Comme Jason vient juste d'emménager à San Marcos, il ne connaît pas vraiment le trajet pour rentrer chez lui et met en route l'application Waze de son téléphone pour le guider. À 23h05, d'après le shérif du comté de Caldwell, Jason se trouve sur la Texas 80 et passe sur l'Interstate 35 à San Marcos. Il continue vers le sud sur la Texas 80 jusqu'au comté de Caldwell et se trouve à Martindale vers 23h07. À 23h15, il continue sur Texas 80, dépasse Texas 130 et traverse les villes de Fentress, Prairie Lea et Stairtown. À 23h24, il entre dans la ville de Luling. Il traverse l'intersection avec Hackberry Street où Texas 80 devient Austin Street.
À ce moment-là, il arrête l'application Waze pour basculer sur Snapchat. Il continue sur Austin Street jusqu'à Magnolia Avenue, où se perd sa trace numérique. La police pense qu'au lieu de tourner à droite sur Magnolia Street, il a traversé tout droit l'intersection d'East Austin Street jusqu'à Spruce Street, qui devient plus loin South Flat Road. L'accident aurait eu lieu à 23h34 selon les autorités. Jason est officiellement déclaré disparu. Un groupe à but non lucratif, le Texas Search and Rescue, démarre les recherches avec l'aide d'un groupe à cheval. Le 18 décembre, l'affaire est confiée au bureau du shérif de Caldwell. Le 22 décembre, les équipes à cheval suspendent leurs recherches. Ils disent « Nous ne spéculerons pas sur ce qui a pu arriver à Jason, mais nous pensons que la vaste zone entourant le lieu de l'accident a été minutieusement fouillée et Jason n'a toujours pas été retrouvé. En conséquence, Texas EQ-Search suspend nos opérations de recherche de Jason jusqu'à ce que les enquêteurs des forces de l'ordre obtiennent des informations crédibles et suffisantes qui conduiraient notre équipe dans une zone de recherche plus spécifique. » Les autorités ainsi que le groupe de Texas Search and Rescue continuent. 150 bénévoles couvrent 3500 acres de terrain autour du lieu de l'accident. Des hélicoptères, des drones et des chiens se joignent aux recherches sans succès. La voiture est enfin inspectée et aucune trace de sang n'est décelée. Selon la police, la seule tache de sang trouvée dans cette affaire sur le sous-vêtement n'a pas une explication criminelle. Jason s'est probablement blessé au fil de fer barbelé en sortant de la voiture. Félix Cortinas, propriétaire d'une maison dans la région, déclare aux journalistes « C'est un endroit où quelqu'un pourrait facilement se perdre. Beaucoup de vieux puits. Des vieux puits qui n'ont même jamais été rebouchés ou cimentés, juste des trous. Et beaucoup de ruisseaux, beaucoup de berges escarpées. Les chiens pisteurs ont pu détecter l'odeur de Jason qui s'éloignait de la voiture, indiquant qu'il a quitté les lieux de l'accident. Ils ont suivi son odeur vers Luling, sur environ 400 mètres, avant qu'elle ne disparaisse. Est-il possible qu'il soit monté dans une voiture avec quelqu'un à ce moment-là? Les autorités décident de fouiller un étang situé à proximité du lieu de l'accident après que les chiens de recherche aient semblé capter l'odeur de Jason près du bord de l'eau. L'équipe de recherche reçoit un signal de sonar qui ressemble à la forme d'un corps, ce qui incite à vider l'étang. La famille de Jason essaye de se préparer au pire et attend anxieusement que l'étang soit vidé. Une fois fait, il n'y a aucun signe de Jason dedans. Un journaliste demande à Kent s'il pense que Jason se cache quelque part, effrayé de rentrer à la maison parce qu'il avait détruit la voiture de ses parents. Mais Kent ne pense pas que ce soit le cas. Il a cependant un message pour son fils. « Ne t'inquiète pas pour ça. La voiture, c'est juste une voiture. Nous t'aimons. Appelle quelqu'un. Appelle la police. Viens à la maison. Nous voulons juste que tu rentres à la maison. » Une semaine après la disparition de Jason, peu de progrès sont réalisés pour le retrouver. Une veillée de prière a lieu pour lui le 20 décembre 2020 et ses parents remercient la communauté pour tout son soutien pendant les efforts de recherche. Kent dit « Nous vivons le pire cauchemar de tous les parents. Cela ressemble à un mauvais rêve dont nous espérons nous réveiller. Je prie pour que mon fils soit vivant et je prie pour que quelqu'un prenne soin de lui. » Les recherches finissent par s'arrêter. Le shérif Daniel Lowe dit « La vaste zone entourant le lieu de l'accident a été minutieusement fouillée et je pense que Jason ne s'y trouve pas. » Le 26 février 2021, le Texas Search and Rescue entame une grande opération de recherche de 3 jours avec plus de 100 volontaires couvrant plus de 31 000 acres à pied, à l'aide de chiens entraînés à la détection de restes humains. Ils effectuent également des reconnaissances à cheval, utilisent des drones, déploient un sonar à balayage latéral, effectuent des recherches aquatiques et des relevés par hélicoptère. Les bénévoles parcourent une zone de recherche définie et fournissent toutes les données et informations collectées au bureau du shérif du comté de Caldwell. En mai 2021, la famille de Jason offre une récompense de 10 000 $ pour toute information permettant son retour sain et sauf. Le 16 octobre 2021, le Texas Search and Rescue déploie des volontaires pour examiner les zones d'intérêt identifiées grâce à l'intelligence artificielle et à d'autres outils géospatiaux. Grâce aux données recueillies et analysées lors des recherches antérieures, le bureau du shérif du comté de Caldwell identifie les points d'intérêt qui devraient être fouillés. Avec l'aide du docteur Kim Rossmore, chercheur en criminologie dans l'État du Texas, les enquêteurs ont pu transmettre toutes les images du drone à un programme informatique qui suit des centaines d'anomalies.
Le programme de drone analyse ces images et recherche des variations de couleurs selon Jeff Ferry, enquêteur du bureau du shérif du comté de Caldwell. Ferry affirme que le programme peut détecter des éléments tels que des jeans dans le cas des personnes disparues. Nous pouvons dire au logiciel « Trouve ce qui ressemble à un jean bleu ». Cela permet de parcourir très rapidement des centaines et des milliers d'images pour trouver ce jean, a déclaré Ferry. Nous n'avons pas ça dans ce cas. Nous pensons que Landry était nu, ce qui rend plus difficile la recherche de variations de couleurs. Les enquêteurs utilisent plutôt la couleur blanche pour trouver des fragments d'os dans la zone où Landry a disparu. Nous allons revenir en arrière et déterminer s'il s'agit de restes humains ou d'animaux, a déclaré Ferry. Les milliers d'acres ont été délimités en 86 points d'intérêt où les enquêteurs pensent qu'ils pourraient se trouver. Rien n'indique qu'un crime a été commis contre Jason Landry. Nous pensons que Jason a eu son accident seul et de toute évidence, il semble qu'il ait volontairement quitté son véhicule et enlevé ses vêtements, que ce soit à cause de stupéfiants ou d'une dépression mentale. Nous ne le savons pas, a déclaré Ferry. En juillet 2022, un homme est retrouvé inconscient dans le Bronx sans aucune pièce d'identité sur lui. Lorsque la police de New York a tweeté la photo de l'homme, qui partage une ressemblance certaine avec Jason, elle attire l'attention des enquêteurs du Texas, qui contactent les détectives à New York. Mais la police de New York déclare ensuite avoir identifié positivement l'homme retrouvé comme étant un résident de Yonkers et en avoir informé sa famille. À ce sujet, Kent Landry dit « S'il vous plaît, priez pour qu'il se rétablisse et qu'il retrouve sa famille. Nous, notre attente continue. » En février 2023, une famille de Luling a la surprise de voir leur chienne Laika ramener dans leur jardin des os de ses promenades pendant plusieurs jours. Ils se disent qu'il s'agit d'os d'animaux. Leur opinion change le 9 février quand, en passant la tondeuse, ils trouvent un crâne humain en dessous du trampoline. Le chef de police, Bill Salas, est prévenu à 17h45 de cette découverte. Il contacte immédiatement le procureur du district car il a vite fait le rapprochement avec Jason. Un traceur est placé sur Laika pour trouver le reste des ossements, mais ça n'a rien donné. Le 11 février, d'autres ossements sont retrouvés à l'intérieur d'un petit abri métallique à 3 côtés dans les bois à 100 mètres de la maison de la famille de Laika. Bill Salas explique. C'est évidemment une structure abandonnée, mais il y a une petite tente à l'intérieur et des boîtes de conserve, des bouteilles et d'autres choses. Il s'agit peut-être d'un sans-abri, mais il n'y a aucune certitude. Il n'y a aucun signe d'acte criminel ou d'activité suspecte à ce stade. Le policier se demande si Jason aurait pu marcher jusque-là, s'abriter et mourir de froid. Mais d'où sortiraient la tente et les conserves? Il n'avait pas tout ça sur lui. Il semble en effet plus probable qu'il s'agisse de l'abri de fortune d'un SDF. L'étude des mâchoires exclut rapidement la possibilité qu'il s'agisse de Jason. La personne décédée n'avait plus aucune dent depuis bien longtemps, ce qui fait penser à une personne âgée. Ce résultat donne l'espoir à la famille de Jason qu'il soit toujours en vie. Voyons ce qui aurait pu lui arriver. Peut-être que Jason a voulu revenir sur l'appli Waze quand il était près de l'intersection et que le téléphone est tombé entre le siège et la console centrale de la voiture. Du coup, il s'est trompé de route et a continué tout droit sur Magnolia Avenue et a fini sur Salt Flats Road, qui est une petite route de gravier. Il s'est rendu compte qu'il n'était pas où il devait être et a quitté la route des yeux pour essayer d'attraper son téléphone. Ce faisant, il a dévié de sa trajectoire et a tenté de rectifier le tir, ce qui l'a fait glisser sur les graviers. Il a percuté un arbre qui a abîmé l'arrière de la voiture et dont les branches ont brisé la vitre arrière. Les airbags ne se sont pas déployés et la voiture a fini sa course contre un autre arbre et une clôture embarbelée. Il est sorti de la voiture et en a fait le tour pour voir l'étendue des dégâts et s'est blessé au fil barbelé. Voyant qu'il ne pourrait pas sortir seul sa voiture de sa fâcheuse posture, il a pris ses affaires et a commencé à marcher sur la route déserte. Il n'avait pas retrouvé son téléphone et s'est donc retrouvé en pleine nuit dans un environnement qu'il ne connaissait pas. De plus, il était peut-être sous l'emprise des substances illicites contenues dans son sac à dos et certainement sous le choc après l'accident. Il faisait très froid et il y avait beaucoup de vent. Ici, on suppose que Jason a été victime de ce qu'on appelle le déshabillage paradoxal. Ce comportement concerne les personnes en hypothermie. En résumé, le corps subit une baisse anormale de la température et essaye de compenser cette baisse en accélérant le rythme cardiaque ainsi que la respiration. Les vaisseaux sanguins se resserrent aux extrémités pour préserver les organes vitaux en redirigeant le sang des extrémités vers le cœur et les poumons. Si l'hypothermie perdure, un autre mécanisme s'enclenche. Les muscles resserrant les vaisseaux sanguins se relâchent
et l'afflux de sang quittant les organes vitaux donne une trompeuse sensation de chaleur. Jason s'est probablement déshabillé le long de la route suite à cette hypothermie. Il se retrouve à marcher nu sur les graviers. Au bout d'un moment, son corps lâche et il meurt. Gros problème dans cette hypothèse, son corps n'a pas été retrouvé malgré de nombreuses recherches. Mais un policier a une réponse à ce problème. Jason serait mort et aurait été ensuite dévoré par des porcs sauvages qui sont nombreux dans le coin. Une autre explication est que Jason finit par voir les lumières d'une maison et va demander de l'aide. Imaginez-vous voir arriver sur votre propriété un homme nu et peut-être confus en pleine nuit. Le propriétaire veut défendre sa famille et sa maison et tue Jason avant de se débarrasser de son corps. Plausible. Mais dans ce cas, pourquoi les chiens n'ont pas mené les policiers vers une maison en particulier? Et aucun habitant du coin n'a empêché les personnes à la recherche de Jason de fouiller chez eux. Retour donc à Jason sur la route. Il fait sombre et il n'a rien à faire là. Un conducteur ne voit pas qu'il y a quelqu'un sur la route et le percute. Paniqué, il embarque le corps de Jason dans son coffre. Mais dans ce cas, pourquoi n'y a-t-il aucune trace de sang dans les graviers? Je vois mal un gars porter seul le corps d'un homme pour le soulever jusqu'à son coffre et se mettre à quatre pattes pour nettoyer gravier par gravier pour ne laisser aucune trace de sang, en pleine nuit en plus. De nouveau sur cette route, Jason croise une voiture qui s'arrête pour l'aider. Du moins, c'est ce qu'il croit. Il est en fait tombé sur un tueur ou un délinquant sexuel dont il devient la victime. Les données de géolocalisation n'ont montré aucun autre véhicule sur la route à ce moment-là, ce qui rend cette théorie peu plausible. Et si Jason avait tout simplement voulu disparaître pour commencer une nouvelle vie? C'est très peu probable. Il rentrait dans sa famille qu'il adore pour les fêtes, et je pense que personne n'aurait envie de commencer une nouvelle vie tout nu et sans argent. Il avait un très bel avenir devant lui et venait de réussir brillamment ses examens. Je trouve dommage que les policiers ne se soient pas mis directement à la recherche du jeune homme après la découverte de la Nissan. Vu le peu de temps écoulé entre l'accident et l'arrivée du pompier volontaire, il ne devait pas être si loin en étant à pied. Personne ne s'est tracassé de savoir qu'il était seul dans le froid, sans téléphone ni portefeuille et peut-être en état de choc. Le shérif de Caldwell est certain que Jason est la malheureuse victime d'un accident suivi d'une hypothermie et qu'il repose quelque part dans les environs et qu'on ne l'a tout simplement pas encore retrouvé. Ce n'est pas le cas de ses parents et d'Abel Pena, un agent du FBI retraité qui est à la tête de l'ASBL Projet Absentis, venant en aide aux familles de disparus. L'équipe d'enquêteurs d'Absentis pense que Jason a été victime d'un acte criminel. D'après eux, il n'était pas au volant au moment de l'accident. Abel Pena dit « Je pense que le plus grand signal d'alarme pour nous est le fait que les vêtements venaient d'être posés là où ils étaient placés. Nous étions tous d'accord pour dire que c'était comme si c'était une mise en scène. Nous croyons fermement que quelque chose s'est produit à cette intersection qui l'a poussé à emprunter cette route cette nuit-là, ou peut-être qu'il ne conduisait pas cette voiture cette nuit-là et que quelqu'un d'autre était au volant. Il a ensuite remis aux policiers une liste de 10 personnes qui pourraient avoir des connaissances ou fournir des indices sur ce qui est arrivé à Jason. Sa famille veut tout simplement le retrouver et lui donner une sépulture décente s'il est mort. La récompense est augmentée à 20 000 $. Des veillées de prière sont régulièrement organisées dans l'espoir de le revoir un jour. L'unité des affaires non résolues du procureur général du Texas a accepté de réexaminer la disparition de Jason. Alors, selon vous, que s'est-il passé cette nuit-là? Jason est-il encore vivant? Et qu'il soit mort ou vif, où se trouve-t-il?